Bonsoir. Est-ce que je vous le présente encore? On va dire oui pour les nouveaux. Donc Jean-Pierre Chamodeau, qui était kiné, peut-être tu l'as encore, qui a fait 4 écoles d'ostéopathie, une école d'acupuncture, je te laisse pas parler, qui a enseigné le Qigong pendant plus de 20 ans. Et maintenant, tu as fait tes propres recherches. Oui, parce que ça ne me suffisait toujours pas. Et donc, j'ai fait ma recherche qui était d'abord intuitive et qui était avec le ressenti de toutes les techniques précédentes. Et donc, j'obtenais des résultats cliniques vraiment assez spectaculaires. Mais certaines personnes me disaient que ça les rassurerait beaucoup de comprendre pourquoi et comment ça marchait. Donc, pour les rassurer, donc, je me suis lancé dans l'étude de la physique quantique, de l'épigénétique, de la biophotonique. Et maintenant, je peux vous expliquer un petit peu ce que j'ai découvert ces dernières années. Et voilà, donc ce soir, le thème, c'est la conscience, qu'est-ce que c'est? Et donc, ça va être la première partie, on va parler du cerveau, de l'eau, de plein de choses. Oui. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est bienvenu, ça va enrichir la conférence. Et puis, on vous dit bonsoir, là, je vois Mireille et Star Wars qui sont déjà arrivés. Voilà, donc on peut commencer. Très bien. Donc, simplement, je vais vous parler de conscience ce soir parce qu'on était parti de trouver des solutions pour nos problèmes. Les problèmes, j'avais expliqué que c'était les problèmes de douleur, de tension, de fatigue chronique, etc., dus aux hormones de stress, que les hormones de stress avaient un impact énorme sur les cellules et que ces hormones de stress nous déconnectaient du champ de conscience, ce qui fait qu'on ne reçoit plus l'information du champ de conscience. Et comme l'information qui vient du champ de conscience est le mode d'emploi pour qu'elle fonctionne bien, eh bien, les cellules dysfonctionnent et c'est le début de tous les problèmes, soit les pathologies et le mal-être. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'est trouver des solutions pour ça. On a vu dans les différentes conférences que si on agissait directement sur la matière, ça ne marchait pas. Donc, il fallait agir sur le champ de conscience de l'organe que l'on souhaitait traiter. Et qu'on a effectivement, on s'est demandé comment on pouvait agir sur un champ de conscience. Et donc, on sait que la médecine classique se sert de la chimie organique. Et donc, on avait vu que, en fait, ce sont les ondes électromagnétiques. Alors là, je vous résume plusieurs conférences en quelques secondes. Et donc, on a étudié lors de la dernière conférence les différentes machines qui se servent des ondes électromagnétiques pour soigner les gens, donc les résonances magnétiques, etc. Et pour en arriver à la conclusion que, eh bien, comme c'était relativement peu sûr, les machines, puisqu'elles pouvaient être programmées négativement à l'insu du thérapeute, j'ai préféré donc m'abstenir d'utiliser ces machines et d'utiliser ma propre conscience pour agir sur le champ de conscience de l'organe à traiter. Alors évidemment, quand on agit en tant que conscience sur une conscience, la moindre des choses, c'est de comprendre ce que c'est que la conscience. Et c'est pour ça que ce soir, je vais vous parler de conscience. Voilà. Génial. Donc, qu'est-ce que c'est que la conscience et où est-ce que c'est la conscience? Il y a évidemment beaucoup de gens qui se sont posé des questions sur ce thème. Personnellement, je ne sais toujours pas ce que c'est que la conscience, mais en tous les cas, j'ai fait une véritable enquête pour avoir au moins une approche des différentes personnes qui se sont intéressées au sujet. Et c'est un peu ce résumé que je vais vous faire ce soir et lors de la prochaine conférence. Donc ce soir, on va parler du cerveau et de l'eau. Et dans la prochaine conférence, toujours à propos de conscience, on va parler du champ de conscience, de l'éther et des champs de conscience. Et donc, il y aura une autre conférence sur Nassim Haramein qui va nous parler aussi de conscience avec la théorie d'unification et du monde connecté. En tous les cas, pour ce soir, on va commencer à se poser la question, qu'est-ce que c'est que la conscience et où elle est, cette conscience? J'aimerais bien que ça marche. Voilà. Mais non, ça ne marche pas. Bon. Si, c'est bon, ça marche. Voilà, d'accord. Alors, pour commencer à parler de conscience, eh bien, on va retomber sur une question qui est essentielle, qui est la question de l'identité. Qui sommes-nous? C'est vraiment la chose qui me semble la plus importante. Et donc, je rappelle que si on veut résumer toutes les conférences précédentes, on est arrivé à la conclusion qu'on est un champ de conscience. Et ce champ de conscience, il est unique, c'est le champ universel, c'est ce que les physiciens appellent le champ du vide quantique, peut-être que les mystiques appellent ça Dieu, peu importe. Et donc, ce champ de conscience est en interaction avec des cellules, les cellules qui représentent la matière et le corps de matière,
et que, en fait, tous les corps de matière sont habités par la même conscience. Et que l'interaction entre le champ de conscience et la cellule se fait par l'intermédiaire de l'information. Et il y a autre chose qui est important, puisque l'information sort du vide et arrive à la cellule. Alors, si tu veux montrer des trucs, sort du vide et arrive à la cellule, eh bien, il y a une interface entre le vide et la cellule, c'est l'eau. Donc, on va parler d'eau ce soir, bien entendu. Voilà, donc, voilà qui nous sommes. Et évidemment, tout ça, ça doit fonctionner correctement. Décidément, j'ai des problèmes ici. Voilà. Alors, donc, toutes les personnes, tous les scientifiques, tous les philosophes, enfin, toutes les personnes qui s'intéressent à notre identité, à savoir qui nous sommes, eh bien, ça commence avec l'ancien paradigme newtonien, qui est le paradigme matérialiste. Et Isaac Newton nous dit que la seule réalité, c'est le corps de matière. Isaac Newton crée cette sens du matérialisme en disant l'univers est une machine physique et pour comprendre l'univers, il suffit de s'occuper de la partie physique. Il n'est pas nécessaire de se préoccuper de ce qui est invisible. Voilà, donc évidemment, ça a donné la médecine matérialiste qui regarde le corps et le considère comme une machine physique et chimique et donc qui va utiliser des outils chimiques et physiques. Alors évidemment, ce qui serait peut-être intéressant, c'est qu'avec les nouvelles sciences, on s'occupe de l'invisible. Et il se trouve que l'invisible a une importance considérable puisque c'est l'invisible qui va déterminer le visible, justement. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'invisible ? Eh ben, il y a beaucoup d'êtres humains qui ont cherché dans cette direction et chacun y va de son propre mot. Et c'est pour ça que c'est important de savoir les équivalences. Certains parlent de conscience, là c'est des scientifiques, d'autres parlent de l'âme, de l'esprit, on parle aussi parfois de substrat, on parle d'éther et on parle de champ. Tous ces mots sont équivalents et veulent dire la même chose et ils parlent de la conscience. Alors, donc on va rentrer un petit peu dans les détails maintenant. Donc, est-ce que nous sommes le corps ou est-ce que nous sommes l'âme ou la conscience ? Eh bien, donc, si on avait une approche cellulaire, on regarderait que quand on regarde une cellule au microscope, celle qui bouge, elle est vivante et celle qui ne bouge pas, elle est morte. Alors donc, il y a une membrane qui bouge et à l'intérieur de cette membrane, il y a quelque chose qui fait bouger la membrane et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle l'âme. Alors effectivement, ça nous amène quelque chose d'un peu d'original puisqu'il y aurait une âme ou une conscience par cellule. Nous savons déjà que la conscience est la même, c'est la conscience de l'univers, mais on peut imaginer une conscience par cellule. Après tout, notre corps, c'est l'association de 50 trilliards de cellules. Pourquoi est-ce que notre âme ne serait pas l'association de 50 trilliards d'âmes cellulaires ? Alors évidemment, on dit que la vie, c'est le mouvement, et que le mouvement, vous savez que le mot âme vient du mot anima, qui a donné le mot animé en français, et donc il y a quelque chose de très étroit entre l'âme, le mouvement et la vie. Voilà, donc, et le champ de conscience, bien entendu. C'est quelque chose qui bouge, et quand on fait de la physique quantique, on sait qu'on parle d'ondes électromagnétiques, et les ondes, ça bouge par définition. Alors ça, c'est une première approche. Il y a une deuxième approche qui est le bouddhisme, qui nous parle de réincarnation, et on va parler de réincarnation ce soir, parce que si on parle de conscience, cette conscience s'incarne et éventuellement se réincarne. Et donc, je vous pose la question, c'est un peu comme si notre corps, c'était le véhicule, et que finalement, l'âme ou la conscience, c'est le chauffeur du véhicule. Alors, je vous pose la question, quand vous arrivez, vous sortez de chez vous, vous partez le matin pour le travail, vous arrivez, vous entrez dans votre voiture. Est-ce qu'une fois que vous êtes dans votre voiture, vous dites « je suis la voiture » ? Certainement pas. Vous dites « je suis le chauffeur qui est dans la voiture », c'est-à-dire « je ne suis pas le corps, en fait, je suis la conscience, je suis là ». Voilà. Donc, on continue avec, on va parler de réincarnation, et puis il y a eu quand même des scientifiques qui se sont intéressés à la réincarnation, notamment Ian Stevenson est le premier à avoir fait des recherches scientifiques sur ce thème. Donc, il est psychiatre et professeur à l'Université de Virginie. Et donc, en 1961, il a lancé les premières études scientifiques sur la réincarnation.
Alors, et il dit pourquoi notre psyché ne se construirait-elle pas aussi à partir d'un événement d'une vie passée, c'est-à-dire d'une vie antérieure. Donc, vous pouvez, si ça vous intéresse, lire son livre, Les enfants qui se souviennent de leur vie antérieure, chez Sand, qui est sorti en 1993. Et il y a un autre livre qui est sorti en 2007 qui s'appelle le titre, c'est 20 cas suggérant le phénomène de réincarnation. Donc, ça, c'est si vous avez envie d'étudier ça de plus près. Maintenant, il y a un scientifique aussi, un autre scientifique qui a parlé de réincarnation, qui est le professeur Régis Dutheil. C'est un médecin qui était professeur de physique français et qui, à l'époque, a émis des hypothèses qui, à l'époque, n'étaient pas vérifiées. Et il se trouve que ces hypothèses, plus ça va, plus elles se vérifient maintenant. Et donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que le corps physique n'était qu'une image holographique de la conscience, projetée à travers le mur de la lumière. Donc ça, je résume très rapidement. Simplement, Régis Dutheil dit la conscience est un tout comparable à la lumière blanche. Hein. Et donc, vous vous rappelez, je vous avais dit, il y avait la conscience va au-dessus de la vitesse de la lumière. Donc, elle est dans le monde superlumineux. Le corps est constitué de bradyons qui sont en dessous de la vitesse de la lumière. Et entre la conscience superlumineuse et le corps sous-lumineux, eh bien, c'est l'information qui passe avec des photons, donc qui sont toujours à la vitesse de la lumière. Et donc, cette conscience superlumineuse, il la compare à la lumière blanche, et quand cette conscience superlumineuse passe à travers le mur de la lumière, eh bien, ce mur de la lumière joue le rôle du prisme, et quand cette lumière blanche passe à travers le prisme, elle se décompose en 7 couleurs. Eh bien, quand la conscience passe à travers le mur de la lumière, elle se projette et elle crée plusieurs rayons lumineux, c'est-à-dire en fait plusieurs corps qui s'incarnent et qui vivent. Alors, évidemment, si vous voulez, il y a plusieurs personnalités, ça donne tous les êtres humains qu'on connaît sur cette terre, et on peut parler à ce moment-là on a 2 visions pour comprendre ce phénomène. Si on se passe du point de vue de la conscience, c'est-à-dire du point de vue superlumineux, au-dessus de la vitesse de la lumière, eh bien, quand la conscience passe à travers le mur de la lumière, elle se projette simultanément dans plusieurs corps qui vivent tous en même temps, et on va parler de vie parallèle. Maintenant, si on se place du point de vue du corps qui est en dessous de la vitesse de la lumière, ces différents corps on va parler d'incarnations successives. Tu mettes les mains plus haut. Et oui, je suis un peu italien et voilà. Bon, non, j'ai rien d'italien, mais bon, c'est ma manière de m'exprimer. Voilà. Donc, moi, sur le plan concret, ça m'a intéressé dans ma technique, cet aspect-là, parce que si on raisonne en tant que corps sous-lumineux, on va parler de vie antérieure et on ne va pouvoir accéder qu'aux vies antérieures. Par contre, si on se place du point de vue de la conscience, du point de vue superlumineux, eh bien, on va avoir accès à toutes les vies, antérieures et futures. Tu sais, quand tu parles avec tes mains, c'est intéressant. Et bah oui, de lever un peu. Il faut que je lève mes mains. Bonjour. Alors donc, moi, je m'intéresse donc aux vies parallèles, ce qui me permet d'accéder dans les vies non seulement antérieures, mais dans les vies futures. Et donc, c'est un champ d'exploration qui me semble intéressant. Alors, donc, dans le même ordre d'idée de la réincarnation, on va parler de NDE, c'est-à-dire des expériences aux frontières de la mort, si vous préférez, des personnes qui vivent une expérience de mort clinique et qui, après avoir été décédées, reviennent dans leur corps. Et donc, le docteur Raymond Moody est un des grands spécialistes de la question. Et donc, lui, quand il interroge les personnes qui ont vécu cette expérience de mort clinique, eh bien, il s'est rendu compte qu'elles disaient toutes la même chose, ces personnes. Quand mon corps était mort, je continue de vivre. Alors moi, je vous pose la question, qui est ce je qui continue de vivre quand le corps est mort? Et donc, évidemment, on va parler de conscience, on va parler d'âme, on va parler d'éther, on va parler de ce qu'on veut. Donc, c'est simplement pour vous dire que ce thème a intéressé beaucoup de personnes et chacun y va avec ses mots, mais ils parlent tous de la même chose. Alors, on va passer après sur le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est un médecin français, qui est un médecin anesthésiste réanimateur.
et qui, donc, effectivement, parle de communication, parle d'expérience aux frontières de la mort. Donc, il affirme en tant que scientifique qu'il existe une vie après la mort, qu'il existe une conscience indépendante de l'activité neuronale, c'est-à-dire indépendante des cellules, c'est-à-dire indépendante de la matière, indépendante du corps physique. Et donc, effectivement, ça suggère que cette partie qu'on appelle la conscience peut vivre en dehors du corps, même sans corps. Si vous voulez vous intéresser à son livre, il a écrit plusieurs livres, mais le livre qui m'a intéressé, le titre, c'est Les preuves scientifiques d'une vie après vie, aux éditions Exergue. Voilà. Et puis, toujours pour aller dans cette direction de la conscience, c'est-à-dire de dire qu'il existe autre chose qu'un corps physique, le père François Brune est assez connu pour, lui, communiquer avec les défunts. Donc, il dit qu'il y a une vie après la mort et qu'il est possible de communiquer avec les défunts. Et donc, il le fait par le biais d'appareils électroniques et il appelle ça la transcommunication instrumentale. Donc, si ça vous intéresse, il a fait de nombreuses vidéos sur YouTube. Donc, vous pouvez taper son nom, donc Père François Brune, et il a créé un livre. Et le titre du livre, c'est Les morts nous parlent. Et donc, c'est un livre qui est assez intéressant, qui va nous ouvrir l'esprit sur autre chose que le matérialisme. Et puis, on va parler aussi d'un médecin américain qui s'appelle le docteur Melvin Morse, qui est neurologue. Quand même, c'est des gens qui sont assez scientifiques et assez sérieux, qui était neurologue à l'Université de Californie de San Diego. Et il a fait une étude sur le lobe temporal droit, ce qui est intéressant puisque donc, dans ma technique, je m'intéresse au cerveau grâce au toucher quantique et je vais pouvoir donc atteindre chaque partie du cerveau, soit pour recevoir des informations exactement comme un scanner, soit pour intervenir sur chaque partie du cerveau. Et donc, le lobe temporal droit, c'est quelque chose qui l'a beaucoup intéressé puisqu'il aurait, d'après lui, 4 fonctions. Évidemment, dans ma technique, la libération holographique du cœur péricard, je m'intéresse énormément au lobe temporal droit. Et donc, les 4 fonctions du lobe temporal droit, d'après donc ce médecin, Melvin Morse, il nous relie à une banque de données de souvenirs passés et futurs, stockés à l'extérieur du cerveau humain, donc ce qu'on va appeler la conscience, ce qu'on va appeler l'esprit. Le deuxième point, c'est qu'il nous permet de communiquer soit avec Dieu, soit avec des proches décédés, soit avec des anges, c'est quand même pas mal pour un scientifique de dire des choses comme ça. Troisième point, ce lobe temporal droit facilite notre intuition, encore appelée le 6e sens, parce que donc il a stimulé des lobes temporaux droits et certaines personnes ont vécu des expériences spirituelles. Et donc, il dit qu'au niveau du lobe temporal droit, les observations au scanner ont montré que le lobe temporal droit des moines était beaucoup plus actif lors d'une prière ou d'une méditation profonde. Donc, on voit qu'il y a quand même des scientifiques qui s'intéressent à cet aspect des choses et que ça donne des résultats intéressants. Un autre scientifique qui va nous parler de conscience et d'esprit, c'est Bruce Lipton. Et donc, c'est le père de l'épigénétique, qu'on en a déjà parlé dans des conférences précédentes. Et on va en reparler dans une conférence future, justement sur la conscience. Il y a tout un chapitre sur la conscience qui m'a beaucoup intéressé de Bruce Lipton. Là, pour l'instant, on fait un peu un panoramique. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Bruce Lipton ? Il dit que la nouvelle physique quantique nous révèle que le champ est l'esprit. Donc, voilà, un scientifique qui a compris que l'esprit et le champ, c'est 2 mots différents qui décrivent la même chose. Et il dit, or, Newton rejette ce qui est invisible, c'est-à-dire rejette l'esprit. Eh bien, la nouvelle biologie, dit Bruce Lipton, dit qu'il faut reprendre l'esprit et le mettre au-dessus du corps, car il est la formation invisible qui contrôle le corps physique. C'est ce qu'on avait vu dans les conférences précédentes, mais je tenais à le redire parce que c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de scientifiques qui maintenant ont complètement dépassé ce paradigme matérialisme qui est vraiment considéré comme désuet par beaucoup de scientifiques. Tu peux ajouter quelque chose ? Je t'en prie. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, les gens qui travaillent sur les chakras partent toujours du chakra du bas et remontent vers le chakra du haut. Ouais. Et donc,
c'est pas ce qui est le plus efficace, à mon sens, D'accord. de travailler sur le principal chakra, donc la conscience, si on peut appeler ça comme ça. Ça va régler tout le reste. Alors, moi, j'ai entendu dire que c'était quand on agissait au niveau du cœur et du péricarde que ça ouvrait tous les chakras. Ça, c'est ta technique. Ça, c'est ma technique. Oui, mais je vais vérifier ça, par contre. Je dis juste, voilà, donc pas de souci, de toute façon. Mais pour moi, il faut agir plus haut qu'en bas, que dans la matière. Donc, toi, tu agis plus haut aussi que dans la matière. On agit forcément sur tous les chakras. C'était juste pour exprimer ce point de vue-là, c'est que travailler sur le corps, ça ne va pas résoudre forcément le corps physique. C'est en travaillant sur le cœur, l'enveloppe du cœur, le péricarde. C'est ça, tout à fait. Et la conscience. Oui. Voilà. Donc façon, en fait, on dit la même chose. Quand on parle de chakra, on est dans le vibratoire. On est dans la physique quantique. On est dans l'épigénétique. Parce qu'il y a des chakras qui représentent... qui correspondent à des corps subtils, qui sont imbriqués comme des poupées gigognes. Et ça, on va le voir, c'est Rupert Sheldrake qui parle de champs morphogénétiques. Et donc, c'est très, très troublant parce que c'est exactement ce que nous dit la tradition indienne par rapport au corps subtil. Super. Voilà. Alors, donc, après tous ces scientifiques, on va quand même se poser des questions un peu plus concrètes. Maintenant, on sait que beaucoup de personnes parlent de conscience et que c'est quelque chose qui est incontournable. Mais qu'est-ce que c'est la conscience? Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Où est-ce que c'est? Alors, évidemment, ça a débuté par le commencement, et par le commencement, c'est-à-dire par des gens matérialistes. Et donc, la première chose qu'ils ont trouvé à proposer comme hypothèse, c'était que la conscience était dans le cerveau. Et donc, que le cerveau serait un lieu de stockage de l'information. Et donc, qui est-ce qui a dit ça? Eh bien, c'est Wilder Penfield, qui est neurochirurgien et qui a eu cette affirmation qui s'est révélée complètement fausse par la suite d'ailleurs, mais il faut bien un commencement à une recherche. Et donc, c'était le premier pas qui a été fait dans cette direction. Donc, ça date de 1920, c'est pas d'aujourd'hui. Et donc, Penfield affirmait chaque souvenir a sa place dans un endroit précis du cerveau. Et ça, on va voir que c'est complètement faux. Alors, si c'est pas dans le cerveau, la conscience, où est-ce que c'est? Et il y a beaucoup de choses qui pèsent dans le sens de l'eau. Et l'eau a une importance considérable, et notamment Nassim Haramein en parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il demande si la conscience est localisée dans la matière grise ou dans l'eau, et il fait allusion à une observation qui a été faite en médecine. Il y a un Français qui a eu un accident de voiture et qui s'est fait scanner son cerveau, et donc on s'est rendu compte en faisant le scanner qu'il n'y avait pas de cerveau, mais qu'il n'y avait que de l'eau dans son crâne. Alors, évidemment, ça a surpris un peu les médecins, et cette personne qui n'avait pas de cerveau fonctionnait parfaitement normalement. Donc, ça laisse à penser quand même. Et puis, il y a aussi un autre facteur qui va favoriser cette recherche par rapport à l'eau, c'est que vous avez entendu parler des enfants hydrocéphales. C'est des enfants qui ont une grosse tête qui est pleine d'eau avec un tout petit cerveau. Et ces enfants font des performances sur le plan intellectuel qui sont assez extraordinaires et qui ont tendance à prouver qu'effectivement, l'intelligence n'est pas proportionnelle à la taille du cerveau. Et donc, ce ne serait pas du tout le cerveau, mais ce serait plutôt l'eau. Donc, la matière grise ou l'eau, il faut savoir que le cerveau, c'est 90% d'eau et 10% de matière grise, et que ce n'est pas nécessairement la matière grise qui crée l'effet qu'on appelle la conscience ou l'intelligence, mais en fait, c'est l'eau. Alors, on va parler un petit peu de l'eau, et on va se poser la question, est-ce que l'eau stocke l'information? Est-ce qu'elle a une mémoire? Alors, vous avez certainement tous entendu parler de Jacques Benveniste, dont je vous ai parlé dans une conférence précédente, qui a démontré qu'effectivement, l'eau pouvait stocker de l'information. Et Benveniste dit, le fait qu'on puisse observer une activité dans un liquide qui ne contient plus de molécules peut faire penser à juste titre que tout se passe comme si l'eau se souvenait avoir vu ou entendu cette molécule, d'où l'expression imagée de la mémoire de l'eau. Je vous avais parlé d'homéopathie à l'époque, et donc on avait vu que chaque molécule émettait des ondes électromagnétiques, et
simplement Jacques Benveniste a enregistré les ondes électromagnétiques, les a transférées sur un ordinateur en tant que dossier, j'arrive pas à trouver mes mots, que document, tout simplement, et que après, le professeur Luc Montagnier a repris cette expérience et il a transféré le document informatique par Internet dans un laboratoire italien. Il a fait ce qu'on appelle une PCR et donc il a pu reconstituer l'ADN simplement à partir des ondes électromagnétiques. Donc, simplement pour vous dire que l'eau stocke des informations et que ça a été prouvé, et notamment par Benveniste et par Luc Montagnier, dont je vous ai parlé. Donc, tu peux montrer la photo de Luc Montagnier, qui est ni plus ni moins que prix Nobel de médecine. C'est quand même des gens intéressants qui parlent de la mémoire de l'eau, même s'ils ont eu quelques problèmes en France. Donc, Luc Montagnier dit, sans l'eau, la molécule d'ADN perd sa structure. Si on retire l'eau, eh bien l'ADN se décompose. Donc, c'est l'eau qui donne à l'ADN de sa structure. C'est l'information qui est dans la molécule d'eau qui structure l'ADN et non pas l'ADN qui structure la molécule d'eau. Donc, la synthèse de l'ADN peut être pilotée par des signaux électromagnétiques présents dans l'eau, c'est ce que je parlais, c'était la PCR. Voilà. Alors, évidemment, suite aux travaux de Benveniste et de Luc Montagnier, le professeur Marc Henry, qui est professeur de physique quantique et de chimie donc à l'université de Strasbourg, va donner des explications sur ses expériences et va nous parler de l'eau. Et donc, il dit que l'eau, c'est l'interface entre la cellule et le vide. Donc, entre la cellule et la conscience, si on préfère, ou entre la matière et la conscience, c'est la même chose. Donc, si on veut comprendre les propriétés de l'eau et sa relation avec l'information, donc il faut se placer en physique quantique de seconde quantification. Et donc, à ce niveau-là, se manifeste l'invariance d'échelle de la théorie quantique, c'est-à-dire que toutes ces bizarreries qu'on avait vues dans les deux conférences sur la physique quantique s'expliquent parfaitement et ont lieu à toutes les échelles. On pensait, au début, c'était bien rassurant de penser que ces bizarreries étaient uniquement pour les particules qui sont plus petites qu'un atome, donc. Et là, on se rend compte que c'est valable à toutes les échelles. Donc, c'est pour les gens qui étaient rassurés avec cette hypothèse qui était fausse, ne sont plus rassurés maintenant, puisque les lois de la physique quantique s'appliquent à toutes les échelles. Et donc, c'est à partir de ça qu'on commence à admettre qu'il y a un fonctionnement quantique du vivant, et c'est à partir de là qu'on peut admettre qu'il y a une relation entre la physique quantique et la médecine. Donc, il faut savoir que l'eau, on la trouve en 4 états. Il y a 3 états qui sont connus. Le premier état, c'est l'état solide, c'est la glace. Et donc, dans la glace, il y a beaucoup de vide. C'est pour ça que la glace flotte sur l'eau liquide. Et donc, c'est grâce à ça qu'il y a eu le développement de la vie. Le deuxième état de l'eau, c'est l'eau liquide, c'est celle qu'on connaît le plus. Et le troisième état de l'eau, c'est l'état gazeux, c'est la vapeur d'eau. Mais il y a un 4e état qui n'est pas du tout connu et qu'on appelle l'eau morphogénétique, qui est dans le corps humain et qui a la consistance d'un gel. Et on va parler de cette eau parce que c'est elle qui va être l'interface entre le vide et la cellule. Et donc, c'est extrêmement important. Et donc, Marc Henry nous dit que les molécules d'eau ont la capacité de se donner la main, comme dans une farandole, tu sais. Et puis, il arrive que la farandole se ferme et ça donne une ronde. Et quand on a fait une ronde, quand les molécules d'eau ont fait une ronde, elles ont délimité un espace à l'intérieur de la ronde, qui est un espace dans lequel la matière ne peut pas rentrer, mais qui stocke les ondes électromagnétiques. Il appelle ça des domaines de cohérence. Et donc, les ondes électromagnétiques rentrent dans ces domaines de cohérence et sont piégées à l'intérieur de domaines de cohérence, ce qui explique que l'eau peut stocker de l'information. Alors, en deuxième quantification, on peut voir les molécules d'eau comme un agrégat de 3 choses. Il y a des molécules d'eau H2O matière, c'est ce qui est connu de la chimie.
il y a du vide dans l'eau et il y a un rayonnement électromagnétique virtuel d'une certaine fréquence qui est piégée entre les molécules d'eau. Donc, sans certaines conditions, des agrégats de matière vide et rayonnement peuvent se stabiliser en donnant naissance à ce qu'on appelle des domaines de cohérence. Agrégats, tu peux clarifier ce que c'est? C'est plusieurs molécules qui se collent les unes aux autres. Ça donne des agrégats, tout simplement. Hein? Voilà. Alors, tu vois, tu as Mademoiselle Lilou qui dit très intéressant, je ne savais pas que l'eau était dans l'état de gel en nous. C'est ça. Et donc, cet état de gel s'appelle l'eau morphogénétique. Morphogénétique, c'est-à-dire qui génère la forme. Voilà ce que ça veut dire. Très bien. Et donc, c'est eau qui génère la forme de l'ADN. Hein, voilà. Et juste une autre chose, Mademoiselle Lilou qui dit le problème, c'est que l'eau est polluée de nos jours et a beaucoup perdu de son énergie. Oui, on va en parler justement de ça. C'est-à-dire que peut-être vous allez avoir quelques petits conseils concrets concernant l'eau dans votre corps et quelle eau boire. Tiens, ça me fait penser que j'ai un peu soif. Je vais servir un petit verre d'eau. Donc, pour que ça fonctionne, cette histoire-là, il faut que l'eau soit en contact avec autre chose, avec une structure. Et elle va former plusieurs couches sur la structure. Donc, c'est ce qui se passe au niveau de la membrane cellulaire et c'est ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Donc, oui. Oui, David qui dit on peut stocker l'eau à l'avance chez soi et lui envoyer régulièrement de la positive vibe, de la vibration positive. Tout à fait, oui, puisqu'on est en plein dans le quantique, là, hein, et on va parler de Masaru Emoto qui a fait ça. Ils sont un peu impatients, mais ça vient, j'arrive doucement. Hein. Je vais vous parler de tout ça. Donc, pour que les domaines de cohérence existent, c'est-à-dire pour que l'eau puisse stocker les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire de l'information, eh bien, l'eau, elle doit être excitée avec un rayonnement puisé dans son vide avec une longueur d'onde de l'ordre de 100 nanomètres. Alors là, c'est un peu scientifique, mais c'est les conditions pour que l'eau morphogénétique remplisse son rôle. Donc, la taille de molécules d'eau augmente dans ces conditions par rapport à une molécule d'eau normale qui reste dans son état fondamental. Pourquoi ? Parce que l'excitation fait que l'électron se trouve plus éloigné du noyau. Donc, j'explique en quoi cette eau morphogénétique est particulière. Et donc, elle occupe un volume plus grand que pour la même quantité de matière. Donc, la taille du domaine de cohérence est donnée par la longueur d'onde du rayonnement excitateur. Et donc, cette longueur d'onde est voisine de 100 nanomètres. On en déduit qu'un domaine de cohérence de 100 nanomètres de rayon contient environ 10 millions de molécules d'eau. Alors, je donne quelques chiffres précis parce que ça va permettre d'être un peu concret, d'avoir les pieds sur terre. Attends, est-ce qu'il faut... Par exemple, il ne faut pas que je secoue la table. Il ne faut pas que tu secoues la table. Voilà, parce que sinon, ça fait bouger la vidéo. Et puis, je vois aussi. Puis voilà, je m'emballe. Tu ne bouges pas. Je ne bouge pas. Donc, justement, parlons d'eau à consommer. Il y a deux types d'eau. Il y a l'eau incohérente et il y a l'eau cohérente. Donc, dans l'eau incohérente, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de mémoire, il y a 0 bit. Donc, la mémoire, l'unité de mémoire, c'est le bit. Hein. Et puis, dans l'eau cohérente, il y a un domaine de cohérence qui correspond à 1 bit de mémoire. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle a comme capacité de mémoire, cette eau morphogénétique structurée ? Eh bien, dans 18 grammes d'eau, vous avez 10 puissance 16 domaines de cohérence, c'est-à-dire 1 mégaoctet de mémoire. Alors, 10 puissance 16, c'est un chiffre qui est énorme. Si vous avez un compte bancaire et que vous avez sur ce compte 10 euros, c'est pas mal. Mais si vous avez 10 puissance 2, ça fait quand même 100 euros. C'est encore mieux. 10 puissance 3, ça fait 1000 euros. 10 puissance 4, ça fait 10 000 euros. Alors, à chaque fois qu'on augmente le petit numéro de la puissance, ça va loin. Mais là, on parle de 10 puissance 16. Ça en fait beaucoup. Ça en fait vraiment beaucoup. Et donc, s'il y a 1 mégaoctet de mémoire pour 18 grammes d'eau, eh bien, ça veut dire que dans 3,6 litres d'eau, ça suffirait pour stocker tous les livres du monde entier. Dans 3,6 litres d'eau. Et nous sommes constitués d'eau. Et nous allons agir sur l'eau dont nous sommes constitués, bien entendu.
Alors, on va parler, puisqu'on parle de conscience, on parle d'information, on parle de stockage de l'information. Et il faut savoir qu'un être humain, il est constitué de 3,72 multiplié par 10 puissance 13 cellules, ça fait beaucoup, et que la capacité de stockage, c'est 372 PO, c'est-à-dire si on enregistrait en vidéo Blu-ray, c'est des vidéos haute définition, eh bien, ça donnerait 17 siècles de vidéos Blu-ray. Donc, dans toutes les cellules de l'être humain. Donc, si on revient au cerveau, et ça va nous intéresser parce que l'idée reçue, c'est que la conscience est dans la tête et dans le cerveau, et on va voir que ce n'est pas vrai du tout. Dans le cerveau, il y a 20 téraoctets, c'est-à-dire 33 jours de vidéo Blu-ray. Mais si vous regardez l'intestin, il n'y a pas 33 jours de vidéo Blu-ray, il y a 18 années de vidéo Blu-ray. C'est pour ça qu'on dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau. Mais à mon avis, c'est plutôt le premier cerveau. Et donc, on ne parle pas en plus du microbiote, parce que dans le microbiote intestinal, on a 3,8 multiplié par 10 puissance 13 bactéries, et donc ça nous donne 36 années de vidéo Blu-ray. Donc, et dans le cœur, on a l'équivalent de 50 jours de vidéo Blu-ray, donc on voit bien que c'est dans le ventre qu'il y a le plus de mémoire, et que s'il y avait une conscience quelque part, ce serait plus dans le ventre que dans la tête. En tous les cas, plus dans le ventre et dans le cœur que dans la tête. Et donc, ces ondes électromagnétiques agissent sur le domaine de cohérence de l'eau corporelle, ce qui entraîne une réponse biologique puisque nous sommes constitués. Alors, il faut savoir que l'eau, c'est quand même 70% de notre poids, mais en termes de molécules, ça représente 99% des molécules dont nous sommes constitués sont des molécules d'eau. D'où l'importance quand même de l'eau. Alors, l'eau morphogénétique joue un rôle extrêmement crucial. Et donc, je vous parle d'eau et je vous parle de stockage de l'information, tout simplement, parce que on a prouvé que la plupart des pathologies sont d'origine informationnelle. L'expression d'une pathologie peut très bien avoir une origine informationnelle et non matérielle. C'est le cas quand même on avait vu avec Vociptone, de 95% de la population humaine, et dans 95% des cas, les pathologies sont d'origine informationnelle. Alors, quand une mauvaise information est mémorisée ou circule de manière incontrôlée, la cellule souffre et n'arrive plus à fonctionner normalement, d'où l'apparition des symptômes. C'est ce qui se passe, je l'expliquais, avec les hormones de stress. Hein. Et donc, on est dans l'illusion quand on pense que le problème se trouve au niveau de la matière, et c'est ce que propose la médecine matérialiste. Ça ne représente même pas 5% des cas, alors qu'il se situe dans 95% des cas plus en amont au niveau de l'eau corporelle, au niveau de l'information, et ce serait peut-être intéressant de s'intéresser à l'eau et à l'eau du corps. Alors, on va parler de capacité de stockage de l'information. Ça amène, c'est des choses qui sont assez nouvelles, mais qui me semblent intéressantes, en tous les cas, moi, qui m'ont intéressé dans ma propre recherche. Notre environnement nous envoie via nos sens physiques environ 50 gigaoctets par seconde d'information. C'est-à-dire qu'on capte 50 gigaoctets par seconde. Or, ça représente 32 EO d'informations durant une vie terrestre, si on multiplie par 100 ans, par exemple. Voilà. Sa capacité de stockage n'étant que de 380 PO, il saturerait sa mémoire corporelle tous les ans. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'on capte comme information, on est saturé une fois par an. Alors donc, d'où la nécessité d'ignorer une partie de l'information qui arrive et donc de réduire sa bande passante. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que la plupart des gens pensent que plus ils ont d'informations, plus ils sont armés pour faire face à la vie. Et là, il semblerait que c'est exactement l'inverse. Donc, c'est quand même quelque chose de nouveau et d'assez intéressant. Et dans ma technique, à moi, personnellement, j'essaie de retirer le maximum d'informations négatives plutôt que de rajouter absolument des informations positives. Je rigole parce que Star Wars, mais Gwen, tu nous fais des passages d'images parfaits. Donc, on s'ajuste au mieux. C'est le vrai pro, ça.
C'est vraiment une pro. Je travaille avec des pros, donc je dois être pro, vous comprenez? Ah, c'est sûr. Bon, à la vôtre. Bon, oui, c'est le temps de prendre une petite pause eau. Et donc, la conclusion, c'est que le siège de la conscience, c'est bien l'eau. En tous les cas, on va en conclure provisoirement que l'eau a une importance capitale en ce qui concerne la conscience. Donc, ce qui revient à dire qu'avec les océans, notre planète Terre formerait une entité vivante et intelligente, les océans. Chaque être vivant unicellulaire ou multicellulaire participerait donc au bon fonctionnement de cette planète et à son élévation du niveau de conscience. Et donc, il y a un lien très étroit entre l'eau et la conscience et l'élévation du niveau de conscience. Donc, maintenant, si on recadrait les choses, vide quantique, information et eau, le vide quantique peut être vu comme une gigantesque mémoire apte à stocker tout ce qui a existé dans le passé. L'univers a une capacité de stockage, écoutez bien, de 5 multiplié par 10 puissance 242 octets. Si vous aviez 5 multiplié par 10 puissance 242 € sur votre compte en banque, vous seriez largement tranquille pour un sacré bout de temps. Donc, la densité d'énergie, bon, je ne veux pas trop donner de chiffres parce que ça risque d'être un petit peu ennuyeux au bout d'un certain temps. Alors, l'interface matérielle pour aller chercher l'information dans le vide, c'est l'eau. Donc, l'eau, c'est l'interface entre la matière et le vide. On peut parler maintenant de la capacité de stockage du vide quantique, mais j'ai peur de vous embêter un peu. Je crois qu'il faudrait que j'arrive à des choses un petit peu plus concrètes. Donc, en tous les cas, la conclusion de toutes les études du professeur Marc-Henri, c'est de dire que l'information, c'est vraiment la substance de base immatérielle de l'univers, c'est-à-dire du vide. Alors, est-ce qu'il y a des questions posées? Oui, il y a des questions. Par exemple, mademoiselle Lilou qui nous dit si vous buvez de l'eau, donc oui, on boit de l'eau. Oui. C'est pas. Alors, c'est pas la bonne question que je mets. Elle est partie, Lilou. Voilà, elle est là. Et donc, comment en bouteille, robinet, filtrer, modifier la voue? Ce serait intéressant de savoir. Alors, comment tu fais, toi? Alors, j'ai testé différents appareils pour l'eau. Notamment, à une période, j'ai eu ce qu'on appelle la fontaine Mélusine, qui est un système d'osmose inversée. Si vous préférez, c'est un filtre qui est extrêmement performant et qui déjà retire toutes les molécules chimiques qui sont dans l'eau du robinet. Et Dieu sait s'il y en a, puisque tous les médicaments qui sont jetés, quand l'eau est traitée, eh bien, ils ne traitent pas l'aspect chimique, ce qui fait que les médicaments restent dans l'eau que vous buvez quand vous prenez l'eau du robinet. Eh bien, l'osmose inverse, c'est un système qui, justement, permet de filtrer toutes les molécules. Donc, vous retirez toute la chimie de l'eau, ce qui est une excellente chose, et donc, vous êtes beaucoup moins pollué. Alors maintenant, il est évident que c'est un filtre qui est tellement performant que ça retire aussi les minéraux. Et on verra dans cette conférence que les minéraux ont quand même une importance puisque ça a le rôle d'antenne. Et si vous n'avez plus d'antenne dans l'eau, elle ne peut plus capter de l'information. Donc il faut quand même quelques antennes, il en faut un petit peu. Et il faut notamment les bons minéraux. Alors donc, dans ce système Mélusine, on ne rajoute pas de minéraux. Donc on a de l'eau osmosée, tout simplement. D'accord. Alors maintenant, j'ai un autre système qui est un système qui a été mis au point par une femme à Genève, en Suisse, qui non seulement va faire de l'osmose inverse, mais qui en plus va rajouter des bons minéraux dans l'eau, et notamment à base de coco. Et donc, elle va rajouter en plus autre chose, elle va restructurer l'eau en la faisant passer par des vortex. Alors, bon, il y a beaucoup d'appareils maintenant qui font ça, mais il faut savoir que dans la nature, un vortex dans un sens n'est jamais seul. Il y a toujours un couple de vortex qui tourne en sens inverse. Et donc, dans l'appareil que j'ai actuellement, donc, il y a un double vortex. Et dans ce double vortex, c'est constitué de 3 métaux qui sont le cuivre, l'or et l'argent. Et ce qui fait que l'eau qui arrive, en fin de compte,
est une eau qui est vraiment très intéressante pour la santé parce qu'elle est structurée, parce qu'il y a des minéraux. Et donc, on va voir tout à l'heure que c'est grâce à ces minéraux que l'eau va pouvoir capter des informations. Et donc, on a retiré effectivement toutes les pollutions. Et est-ce que tu as des marques que tu as données? Parce que peut-être que les gens ils vont vouloir connaître. C'est une bonne question. Ça, moi, en attendant, je vais vous partager ce que j'utilise. Je vais essayer de retrouver ça. Donc, j'ai utilisé pas mal d'appareils comme Jean-Pierre. Je ne saurais pas expliquer aussi bien comment ça fonctionne. Moi, je vois juste l'effet sur la peau et sur mes organes, sur la digestion, les choses comme ça. Surtout sur la peau, c'est ce que je vois le mieux. Donc, un appareil qui m'a beaucoup plu, c'est Sicelle. Parce que y a de l'oxygène, je sais pas comment ça fonctionne, mais il y a de l'oxygène dans l'eau, et je sais que l'oxygène est bonne pour nos cellules, donc ça m'avait beaucoup plu. Et en ce moment, j'utilise, je vais pas vous le conseiller forcément parce que ça coûte assez cher, cette bouteille-là qui a un filtre dedans, donc il me suffit de la remplir et partout je peux l'emmener. Ça a un filtre qui dure 3 mois qu'on peut changer. Donc ça, c'est quand je pars quelque part, je ne sais pas où j'atterris, donc j'emmène cette bouteille. Et sinon, c'est des choses comme ça. Je vois un réel effet quand je teste avec un verre d'eau sur un autre verre d'eau où j'ai pas testé avec ça, ou du jus d'orange où ça enlève l'acidité. Donc ça enlève l'information et après ça va dynamiser et changer la structure. Et ça, c'est comment ça s'appelle la marque? Ça va me revenir. Ça s'appelle, ça va me revenir. Ça va. Je vais mettre le lien sous la vidéo parce qu'en fait, je vous en ai déjà parlé en plus dans une vidéo, je crois. Voilà. Alors, et toi, les marques, c'était quoi? Alors, bon, je vais revenir sur ce que je disais. Alors, bon, pendant que j'y suis, la marque, ça s'appelle de l'eau Osmodyn, O-S-M-O-D-Y-N. Donc, je vais le marquer Osmodyn. O-S-M-O-D-Y-N. C'est Fabienne Barrier qui a mis cet appareil au point. Pour l'instant, c'est le meilleur appareil que j'ai trouvé sur le marché. Et donc, vous pouvez très bien aller voir sur son site internet www.osmodyn.com. Voilà, si vous n'avez, c'est un appareil qui est assez cher, mais qui est haut de gamme et qui donne une eau de qualité. Maintenant, si vous voulez simplement structurer l'eau, je vais vous donner une astuce. Vous gardez 2 bouteilles, vous savez, ces bouteilles en plastique de 1,5 litre dans lesquelles on a de l'eau qu'on achète en commerce. Vous percez les 2 bouchons et vous les collez l'un contre l'autre, ce qui fait que vous avez 2 bouteilles collées l'une à l'autre. Et vous mettez de l'eau et vous tournez de telle sorte que ça crée un vortex. Et donc, il y a l'eau qui passe d'une bouteille à l'autre en faisant un vortex et vous restructurez votre eau. C'est gratuit et c'est facile à faire. Voilà, mais on va parler aussi qu'il y a beaucoup de gens qui disent eau structurée, mais c'est un abus de langage, comme on va le voir dans cette conférence. Donc, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Quand ça devient un argument de publicité et que ça n'a aucun fondement scientifique, il faut savoir quand même le dire. Donc, je préfère qu'on parle d'eau dynamisée plutôt que d'eau structurée, puisque la véritable eau structurée, c'est l'eau morphogétique qui est à l'intérieur de nos cellules. Voilà, comme ça, vous en savez un petit peu plus. Voilà. On continue? Oui. D'accord. Bon, alors j'étais en train de dire que je passais vraiment les chiffres. Simplement, alors, donc le professeur Marc-Henri conclut que la physique et donc la médecine du XXIe siècle sera celle de l'information et de la conscience. Ça, on l'avait compris. Alors maintenant, je vais vous parler d'un chercheur coréen qui est le docteur Mu-Sik Jeong. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Eh bien, il a fait une étude sur l'eau. Donc, il a dit que l'eau était constituée de molécules en grappes, que l'eau du robinet sous pression est déstructurée. C'est des grappes de 12 à 14 molécules, donc c'est des grosses grappes. Que l'eau est déstructurée, et quand l'eau est déstructurée, qu'il y a des trop grosses grappes, elle ne peut pas rentrer, cette molécule d'eau, dans la cellule, et donc elle ne peut pas faire son travail d'amener de la nourriture et d'évacuer les déchets. Et pour que cette eau fonctionne bien, pour apporter de l'alimentation à nos cellules et évacuer donc des déchets, il faut qu'elle soit restructurée. Alors lui, il emploie le mot restructuré, et on va voir que c'est pas le mot qui convient.
elle est dynamisée. Donc, l'eau structurée, il en parle, il a fait une étude dessus, et elle a donc une structure d'hexagone en 6 côtés, donc, se dégrade de 5 à 6 molécules, donc c'est beaucoup plus petit. Et donc, le regroupement le plus stable et le plus générateur de vie, c'est le groupement en 6, liés ensemble en anneaux hexagonaux. Donc, ça fait donc, une molécule en forme hexagonale. Tu peux montrer ce schéma-là. D'accord. Tu vois? Ok. Voilà. Donc, voilà. Donc, l'eau hexagonale forme un réseau liquide cristallin impliqué dans la communication cellulaire. Elle est facilement assimilable par l'organisme. Elle donne une meilleure hydratation. Aide à dissoudre et éliminer les déchets, les toxines. Voilà pourquoi on a intérêt à donc restructurer l'eau, je dirais à dynamiser l'eau. Alors, je vais passer des choses. Donc, c'est le professeur Marc-Henri qui amène le point de vue scientifique. Il dit le système de dynamisation de l'eau fonctionne, même si l'on est incapable d'expliquer scientifiquement pourquoi. On pourrait faire référence à la non-structuration des domaines de cohérence, qui possèdent une base théorique plus solide, mais cela suppose d'avoir de l'eau morphogénétique et non de l'eau pure. Vouloir structurer l'eau est un abus de langage, scientifiquement parlant, et il vaut mieux donc parler d'eau dynamisée ou d'eau informée. Alors, la dynamisation de l'eau consiste à augmenter le nombre de domaines de cohérence, donc à augmenter le stockage de l'information, à modifier les fréquences électromagnétiques piégées dans les domaines, ou bien encore à modifier l'arrangement tridimensionnel des microbules de gaz ou des colloïdes qui supportent les domaines. Le système de dynamisation est empirique et sa validité se vérifie grâce à une réponse biologique et non grâce à une mesure physico-chimique. Donc, il faut savoir que sur le plan scientifique, alors maintenant, on va s'intéresser à une personne qui va informer l'eau et qui est le monsieur Masaru Emoto, qui a fait une recherche. Et donc, Masaru Emoto a voulu démontrer que l'eau était sensible au champ de la conscience humaine, évidemment, que l'énergie, il appelle ça l'énergie Hado, rend l'eau sensible au champ de conscience humaine. Donc, dans l'eau, il y aurait ce qu'il appelle une énergie Hado, H-A-D-O. L'Hado, synonyme de Ki en japonais, qui signifie monde des énergies subtiles reliées à la conscience, ou énergie universelle. Donc, quel est le but des recherches de Masaru Emoto? C'est de rendre cette énergie Hado visible. Il a dit, j'ai poursuivi le but de rendre l'énergie Hado visible en utilisant des cristaux d'eau comme matériel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme expérience? Il a vu que l'eau stockait l'information, donc sous forme de pensée, sous forme d'émotion, que les mots informent l'eau, et la conséquence est que l'eau stocke l'information. Et donc, la méthode de Masaru Emoto consistait à soumettre l'eau à une information, soit des mots, soit de la musique, soit des photos, puis à congeler cette eau et à photographier les cristaux d'eau gelés obtenus. Alors, tu peux montrer le résultat ici. Voilà ce qu'on a comme résultat. Et vous voyez que les cristaux ont une forme magnifique quand il s'agit d'une symphonie de Mozart ou de la chanson Imagine de John Lennon. Mais quand il s'agit à droite de l'eau du fleuve Fujiwara avant la prière, ben c'est vraiment pas très beau. Et si vous voyez que là, il y a une eau qui a été soumise à l'information I will kill you, je veux te tuer, ben vous voyez un personnage avec un poignard qui est prêt à sauter sur quelqu'un, sur cette photo, si vous l'agrandissez. Hein. Par contre, vous voyez que le mot thank you et le mot peace donnent des très belles images. Donc, c'est l'information qui va donner la forme aux molécules d'eau, tout simplement. Et quand on a des informations positives, on a des formes qui sont magnifiques. Alors, bon, c'est vrai que la méthode qu'il a employée n'est pas parfaitement scientifique, mais en tous les cas, elle a le mérite d'être pédagogique et de montrer les choses. Alors, l'information, elle informe. Informer, ça veut dire en forme.
ça veut dire donner la forme à l'eau. Et donc, cette étude des cristaux, de la forme des cristaux, permet d'évaluer la pureté de l'eau. Et donc, les informations positives donnent des belles formes fractales, hexagonales. Donc, l'influence de la pensée, de l'intention, du son et de la prière sur la structure de l'eau est donc quelque part prouvée par Masaru Emoto. Alors évidemment, comme je vais me servir de l'intention, et qu'on avait vu, on va voir plus tard que je vais me servir de l'intention par la pensée, par le verbe, c'est-à-dire en parlant, par la visualisation et aussi par d'autres canaux, eh bien, il faut savoir que quand j'utilise ça pour soigner un être humain, je tiens compte du fait qu'il est quand même constitué à 90% de molécules d'eau, et donc quelque part, par l'intention, j'informe l'eau. Voilà. Donc, voilà pour les travaux de Masaru Emoto. Maintenant, je voulais vous montrer simplement, il y a l'eau et la biophotonique. Je vous ai déjà parlé de biophotonique, mais il y a une marque qui s'appelle Excellex, où ils observent des biophotons dans l'eau. Donc, ils vont mettre un appareil qui va faire une mise au point sur un seul biophoton dans l'eau. Et donc, il va voir que, eh bien, on voit que au centre de cette image, puis je peux montrer l'image ici si tu veux. Tu vois la première image là? Ok. Voilà. Eh bien, on voit qu'au centre de cette étincelle de lumière, il y a une étoile à 6 pointes, 6, au milieu de la géométrie hexagonale. Si on regarde à l'intérieur, tu peux passer l'image suivante. Alors là, dans la photo numéro 2, on voit un petit soleil biophotonique qui s'ouvre et qui dévoile une étoile foncée à l'intérieur. Vous voyez une étoile à 6 branches, 6 pointes en son centre. Si on regarde après, celle d'après, cette étoile foncée devient blanche avec un petit point foncé au centre et la géométrie de l'hexagone serrée contre l'étoile. Le suivant, au centre, on a un point blanc et l'étoile foncée a 6 pointes entourées de lumière, suivie de l'expansion de l'hexagone foncé, puis un beau champ lumineux hexagonal rayonnant. La suivante, voilà ce que ça devient petit à petit. On peut passer à la suivante, la 6, la 7. Voilà, et c'est ce qui nous donne, finalement, ces gens-là qui ont étudié la structure de ces biophotons, eh bien, ils vont en déduire, selon les images qu'on a vues avec Masaru Emoto, qu'il y a 3 types de biophotons, donc 3 types d'eau. Et donc, la numéro 1, vous voyez que c'est l'image la plus belle. On a une géométrie hexagonale très complexe à droite et un très haut niveau d'activité biophotonique. Et donc, cette eau, elle a vraiment un effet sur la santé qui est extraordinaire, positive et qui régénère la vie. Donc ça, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'on appelle les biophotons et l'eau régénéro-actifs. Alors, ensuite, en numéro 2, vous avez ce qu'ils appellent des photons et eau généro-actifs. Donc, la structure hexagonale est simple, le niveau d'activité biophotonique relativement élevé, et ça aide à maintenir la vie. Donc ça maintient la vie. Et si on regarde dans la numéro 3, alors là, on a de l'eau qui est dégénéro-actif, il y a une perte de la géométrie hexagonale, peu ou aucune activité biophotonique, et c'est notre eau du robinet. Voilà pourquoi on a intérêt à s'occuper de l'eau. Et donc, ça a une relation directement avec la conscience, comme on le voit. Alors, on va peut-être prendre quelques questions. Oui, bien sûr. C'est très intéressant. On a tout à fait le temps, puis on arrive au bout, de toute manière. Il y a Mademoiselle Lilou qui dit « Je vais coller une étiquette sur ma bouteille avec des jolis mots. » Ben, c'est génial. Voilà. C'est génial. Vous voyez, quand on est ensemble, comment on est créatif. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a quelqu'un qui inspire et il y en a d'autres qui créent derrière. Alors, moi, donc, j'ai fait des sous-verts. Oui, tu peux mettre tes mains plus haut. Des sous-verts dans lesquels j'ai écrit le mot amour, un sous-vert dans lequel j'ai écrit le mot merci, un autre dans lequel j'écris le mot gratitude, etc. Un autre dans lequel j'écris paix. Et donc, c'est amusant parce qu'on fait des sous-verts, on met les verres de dessus pendant un certain temps, puis on peut s'amuser à goûter l'eau aussi. Et on va s'apercevoir que l'eau n'a peut-être pas tout à fait le même goût. Et alors, quand on fait ça avec le vin, qui est de l'eau vivante,
évidemment, ça arrange beaucoup les choses. Ça fait comme ça, ça fait comme ces choses-là, sauf que vous pouvez les créer vous-même. Voilà, et au moins, vous savez ce qu'il y a dedans. Parce que c'est toujours la même chose avec ces trucs qui sont vendus dans les commerces. Moi, tu vas pas dénaturer quand même ce que j'aime bien. Je crois dans ce que je vérifie. Donc, comme je suis scientifique, je vérifie tout. Donc, il y a des personnes qui prétendent donner des informations positives. Je teste sur les gens, je vois que c'est négatif. Ben, je suis obligé de ne pas croire ce qu'on me dit. Hein. Et par contre, en tant que scientifique, j'ai le devoir de vérifier tout ce que je fais si je le fais pour aider une personne qui vient me consulter. En tout cas, c'est une super idée. Et d'ailleurs, moi, je vais faire pareil. Je vais mettre amour, paix, joie. Je vais coller ça sur cette bouteille-là, qui du coup, ça va être celle que je vais voir très souvent. Voilà. Et donc, puis, Masaru Emoto a fait ça. Hein, donc, oui, sur le riz aussi, on a vu qu'il pourrissait, qu'il t'a insulté. Quand on insulte le riz, oui, exactement. Ouais. Il devenait sucré quand on l'aimait, quand on lui disait des mots doux, des choses comme ça. Exactement. Alors, il y avait d'autres questions sur l'eau. Oui. Bonsoir, quel est le résultat sur l'eau magnétisée, s'il vous plaît, de Pico Theta? Quel est le résultat sur l'eau magnétisée? Je ne comprends pas, quelle est la question? Alors, sur l'eau magnétisée, quand on magnétise l'eau, c'est quoi? Elle réagit comment? C'est positif, négatif? Voilà, donc il y a plusieurs manières de magnétiser l'eau. Le docteur Léonard Lascaux, lui, se centre, se met en cohérence cardiaque et donc met le verre entre ses deux mains et donc envoie avec son cœur de l'amour à l'eau. Ça, c'est une manière de procéder. Il y a une autre manière, mais avec l'eau ou avec le vin. Moi, je m'amuse beaucoup avec le vin. Je demande, par exemple, à un vin qui est moyen, je mets mes mains ici et je fais passer l'énergie, mais après, j'envoie des intentions et je demande à ce vin de devenir le meilleur de sa catégorie. Je lui demande d'être le meilleur possible pour mes papilles gustatives. Je lui demande d'être le meilleur possible pour ma santé physique, chimique, émotionnelle, spirituelle. Et je lui dis merci, je lui dis je t'aime à ce vin. Et quand je le goûte, il n'a plus du tout le même goût que ce goût qu'il avait en sortant de la bouteille. Alors, j'ai fait aussi une autre expérience qui est intéressante et qui va intéresser les personnes qui aiment recevoir. Je demande au vin qui est dans une bouteille de devenir le meilleur qu'ait dégusté chaque convive. C'est-à-dire que ce vin qui sort d'une bouteille, c'est le même vin, et si on le verse dans des verres différents qui appartiennent à différentes personnes, eh bien, on va avoir des vins complètement différents d'un verre à l'autre. Si les personnes, par exemple, aiment bien les Bordeaux, ils vont avoir un Bordeaux. Si quelqu'un aime bien un Bourgogne, ils vont avoir un Bourgogne dans le verre, alors que ce verre sort de la même bouteille. Ça, c'est ça la physique quantique, c'est ça l'intention sur l'eau. Et quand on sait que l'être humain est constitué à 90% d'eau, eh bien, on comprend pourquoi ça fonctionne. Alors, en tous les cas, c'est une manière très simple de vérifier, de faire l'expérience soi-même sur le vin ou sur l'eau. Ou sur le jus d'orange. Parce qu'on va sentir des différences de goût qui sont assez évidentes. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir des appareils scientifiques pour prouver que l'intention, la pensée, etc. Voilà, faites-vous confiance. Un impact. Faites-vous confiance, parce que souvent, les gens, ils aiment bien mesurer, mais nous, si on ressent ce qu'on sent, c'est vrai. Voilà, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Donc, merci beaucoup pour toutes ces infos, c'était intéressant. Oui. Et donc, il y a Yes qui dit « Bonsoir, le vortex égale eau hexagonale ?» Alors, oui, ça peut restructurer l'eau en hexagone, effectivement, en vortex, oui. Ok, donc… Je rappelle que le double vortex, c'est encore mieux. Oui, dans les rivières, on a des doubles vortex. Exactement. De toute façon, quand on les regarde, les rivières, et qu'on prend l'eau ici, là, on est bien dynamisé. Et donc, on va faire une conférence sur Nassim Haramein dans laquelle on va parler de vortex et vous allez voir à quel point c'est important. Et donc, il faut savoir quand même que les grains du vide, qu'on appelle les points Planck, font des vortex quand il y a un échange d'informations. Voilà qui est passionnant. Ouais, sur le frigo, il faut en mettre. Mais oui, il faut en mettre partout. On peut s'en coller partout aussi, des mots d'amour. Il faut y penser. Des post-it sur les personnes. Alors, si vous vous collez des mots d'amour et que vous pensez négatif, ça ne sert à rien. Parce que là aussi, il faut être cohérent. Si on est positif avec les petites affiches qu'on met sous les verres, il faut être positif dans sa tête, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on dit et dans ce qu'on fait. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas penser négatif et positif en même temps.
Ça, c'est sûr. Donc, quand on voit quelque chose qui nous met en amour, il y a des gens, ça va être des bébés, d'autres, ça va être leurs compagnons, leurs compagnes, d'autres, ça va être des animaux, des chatons et tout. Ou alors, quand on essaye de sourire et en même temps d'avoir des pensées négatives, c'est très compliqué de faire les deux. Donc, si vous vous forcez à faire un truc ou regarder quelque chose de marrant, vous ne pouvez pas en même temps être triste. C'est trop compliqué de faire les deux. On ne peut pas faire les deux en même temps. Et puis, vous pouvez mettre des petits mots sympathiques, par exemple, dans vos toilettes ou dans votre salle de bain. Hein, j'en ai vu une très bien. C'était quoi déjà? Dans mes toilettes, il y a beaucoup de mots sympas. Donc voilà. Voilà. Ok. Il y a aussi des personnes, par exemple, des personnes qui sont très élevées d'un point de vue spirituel. Si on pense à eux, on se connecte sur quelque chose de positif. Il faut savoir aussi avec notre conscience. Donc, en fait, c'est universel. Donc, il suffit de se connecter sur du positif, tout simplement. Voilà. Il y a plein d'astuces pour se connecter sur du positif. Voilà. On arrive au bout de la conférence, oui. On va conclure. On continue. Gentiment. Oui. Hein. Donc, voilà, on a dit que c'était pas dans le cerveau, mais que l'eau, c'était quelque chose de très, très important concernant la conscience. Mais donc, il n'y a pas que l'eau, il y a aussi ce qu'on appelle les champs. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu moins connu. Et donc, ce sera l'objet de la prochaine conférence. Donc, on sait que l'information n'est pas stockée dans le cerveau, puisque le cerveau, c'est un émetteur-récepteur, tout simplement. Et donc, il est stocké dans l'eau, mais il y a un autre lieu de stockage que l'eau pour l'information, c'est le champ de conscience. Et donc, on va en parler dans la prochaine conférence. Donc, on va se poser quelques questions. Qu'est-ce que c'est qu'un champ de conscience lors de la prochaine conférence? Est-ce qu'il y a un seul champ de conscience ou est-ce qu'il y a un champ individuel? Est-ce qu'il y a des champs collectifs? Un champ collectif ou plusieurs champs collectifs? Est-ce que tous ces champs sont interconnectés avec le vide ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul champ du vide? Voilà. On va tenter de répondre à toutes ces questions. Et donc, si on veut faire la synthèse, l'eau, c'est l'interface entre le champ du vide et la cellule. Les photons transportent les informations entre le champ du vide et l'eau. Et donc, l'eau, c'est l'interface entre le champ du vide et les cellules. Voilà. Et donc, la prochaine fois, on va parler des champs de conscience. Il y a différentes approches. On parle de champs de conscience depuis l'Antiquité. Donc, on va faire un petit historique. Je vous ai dit, c'est une enquête. Donc, les ondes électromagnétiques, est-ce que c'est l'éther? Est-ce que c'est la matière superlumineuse? Est-ce que c'est le champ morphogénétique, Rupert Sheldrake? Est-ce que c'est le champ de conscience en hiérarchie gigogne, comme le dit Sheldrake? Mais est-ce que ce sont les corps subtils de la tradition védique de l'Inde? Ou est-ce que c'est simplement le champ du vide? Et donc, il y aura une conférence spéciale pour le champ du vide avec Nassim Haramein. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention pour ce soir. On a fait à peu près le tour. Super, bravo. J'ai été rapide. Tu as été synthétique, c'est très bien. Il faut le féliciter parce qu'il a fait des efforts. Parce qu'un scientifique, il veut donner tous les détails, il faut le savoir. Ouais, hein. Voilà. Donc, pour info, je vois Star Wars qui dit des choses qui marquent et pour rire, le vin et tout ça. Moi, je ne bois pas de vin, hein, juste pour info. On va prendre une dernière question. Moi, oui, j'en bois. Voilà. Moi, c'est pas mon truc. Voilà. Ni du jus d'orange, ni quoi que ce soit d'autre, tout ce qui peut être négatif pour moi, à mon sens. Je dis pas que le jus d'orange, c'est négatif, mais ça augmente l'index glycémique dans le sang, alors que manger des fruits, c'est plus enrichissant. Et voilà, ça affole moins le sang. C'est propre à chacun fait comme il veut. Donc, il y a Nathalie qui dit bonsoir à tous deux. Tu veux dire quelque chose? Non, je t'écoute. Bonsoir à tous deux. Que pensez de l'aimantation de l'eau? L'aimantation de l'eau. C'est avec l'aimant. Je sais, oui, tout à fait, oui. Pourquoi pas? Moi, je ne connais pas. Hein. Je peux pas répondre à votre question quand je ne connais pas. Ok, il y avait une autre question qui me semblait être intéressante, qui nous demandait, c'était Star Wars, qui nous disait quelque chose par rapport aux vies, à la mort, quelque chose comme ça. Je ne retrouve pas. Toc. Donc, on va parler justement des expériences
de mort la prochaine fois avec la conscience, puisque donc ce que certains appellent l'éther, d'autres l'appellent la conscience, eh bien donc les gens qui ont étudié les NDE parlent de substrat. Mais c'est un mot qui est encore différent, mais qui décrit la même chose. Un substrat, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'expérience du substrat, c'est-à-dire que on appelle ça aussi le corps éthérique. Alors c'est le corps c'est le corps subtil qui sort du corps physique. Hein, d'accord. Et puis donc je donnerai tout ce qui se passe pour les gens qui vivent une expérience de mort. Après donc ce corps que certains appellent l'âme, donc eux l'appellent substrat, flotte au plafond dans la pièce au-dessus du corps physique. Ils disent un substrat est une base matérielle, un support, un socle. Oui, ben on va parler d'éther, donc on parle des corps éthériques. Enfin, bon, il y a plusieurs appellations possibles. Alors, avant de poser la question, Mademoiselle Lilou dit le champ, l'éther, le champ égale l'éther égale l'énergie? Oui, pour moi, oui. Tous ces mots-là sont à peu près équivalents. D'accord. Donc là, il y a Star Wars qui me pose une question, mais je vais te la poser, et puis après, je pourrai répondre aussi. Oui. Que penses-tu de la vie après la mort? Qu'est-ce que je pense de la vie après après la mort? Mais je pense que la mort n'existe pas, alors. Donc, voilà ce que je pense. D'accord. Voilà. Donc, si on se place d'un point de vue matérialiste, on va parler de la mort par rapport au corps, mais je ne suis pas ce corps, je suis la conscience. Donc, je ne peux pas mourir. Donc, la conscience, par définition, elle est immortelle. Voilà. Voilà, donc moi, je rejoins Jean-Pierre. On a un corps physique, on a un être dedans, ou une âme, comme vous voulez. Donc, nous, le corps, c'est juste on le change quand on reprend une nouvelle vie. Donc, finalement, c'est comme un pot de yaourt qui périt. Voilà, alors bon, il y a des vraiment le corps choses... pour moi. Donc je m'exprime. Excuse-moi. Je t'en prie. Donc voilà, pour moi, on est immortel et on change juste de corps. Moi, un de mes objectifs dans cette vie-là, c'est de me souvenir, quand je serai passée dans un autre corps, de me souvenir de tout ce que j'ai vécu et appris là, parce que la connaissance s'en va, mais le savoir reste. C'est-à-dire que normalement, on sait. Point. Mais c'est vrai que la connaissance, elle s'efface entre deux vies. C'est juste ça qui est embêtant, c'est que la connaissance s'en va. Bon. Alors bon, actuellement, il y a des désaccords entre les scientifiques sur l'information, parce qu'il semblerait qu'en définitive, le champ du vide quantique est un champ d'information et que c'est l'information qui constitue notre personnalité. Alors, il y a la moitié des scientifiques qui disent que l'information ne peut pas se détruire, donc on peut dire en cela qu'elle est immortelle. Et il y a maintenant des nouveaux scientifiques, notamment Stephen Hawking, qui a remarqué que bien, les trous noirs s'évaporaient et que donc quand l'information rentrait dans un trou noir, elle était perdue à jamais dans le trou noir, mais on savait qu'elle existait dans le trou noir. Or, quand les trous noirs s'évaporent, on constate que dans les évaporations de trous noirs, il n'y a pas d'information. Et une fois qu'il est complètement évaporé, il n'y a pas de trou noir, ni information. Donc, à ce moment-là, l'information aurait disparu. Donc, c'est pour vous dire que… Ça, il faudra que tu montes des images. Oui, c'est pour vous dire qu'il y a une partie des scientifiques qui dit l'information ne peut pas mourir et ne peut pas disparaître, ne peut pas être détruite, et l'autre moitié des scientifiques qui dit qu'au contraire, l'information peut être détruite et disparaître. Et ça, tu nous montreras des images? Non, je ne montrerai pas d'images, non. Alors moi, je m'y intéresse beaucoup parce que, par exemple, sur le plan concret, quand je retire les mémoires négatives des gens, puisque je disais que les gens créaient une réalité physique à partir d'une onde électromagnétique négative qui est stockée dans le champ de conscience, dans le subconscient notamment. Et donc, ça m'intéressait de savoir, quand je retire une information négative pour que la personne arrête de créer du négatif, et qu'est-ce que je fais de cette information que je retire de son corps? Est-ce que je la détruis? Est-ce que je la transmute? Et donc, ça m'a amené toute une réflexion dont je vous parlerai dans une conférence future. Oui, et ça, c'est très intéressant. Et avant de vous donner quelques noms de films, parce que vous savez que tous les films de science-fiction, il y a beaucoup de vérité. Bon, des fois, ils changent un petit peu la fin, mais il y a quand même des informations à prendre intéressantes. Donc, je vais vous donner pas mal de films que j'ai regardés, que j'ai trouvé intéressants. Notamment sur Netflix, il y a des séries en ce moment qui sortent. Ils sortent que la première série, pas le reste. Mais vous avez déjà des informations sur comment la conscience fonctionne, comment le mental fonctionne.
et que le corps, en fait, si on enlève la conscience, il est vide. Il peut vivre encore quelques jours, mais s'il n'y a personne qui le dirige à l'intérieur, s'il n'y a pas de mouvement, il est vide. Donc voilà, vous allez pouvoir aussi regarder des films et faire la distinction entre la fiction et ce qui est vrai. Il y avait juste une question de quelqu'un qui avait une question. Donc Nathalie qui dit la conscience est donc en dehors de notre corps. Elle est partout. Voilà, partout. Elle est là. À l'intérieur, à l'extérieur, partout. Parce que dans notre corps, il y a combien de centimètres cubes de vide dans notre corps? Mais alors, faites pas des devinettes comme ça. Autant de litres, autant de centimètres cubes que de litres que notre corps contient. Donc, je vais vous partager, si j'y arrive, une liste de photos, de films qui peut être intéressant à regarder. Je pense que je vais y arriver, forcément. Onglet, fenêtre d'application, c'est ça. Hop, voilà. Donc, est-ce que vous voyez? Par exemple, il y a l'Ascension, il y a Ascension, il y a Westworld, il y a Expanse. Mais je vais aller les voir. Il y a Annihilation. Bah oui, si tu veux. Ah bah oui. Voilà. Donc, vous avez tout. Passé virtuel. Donc, passé virtuel, bon, je n'ai pas trop aimé, mais il y a sûrement la récolte. Donc, vous savez, il y a des gens, enfin, la récolte des enfants, quoi. Divergente. Donc, ça, c'est génial. Je l'ai re-regardé il n'y a pas très longtemps. Très intéressant, surtout le 2. Les 100. Donc, premier épisode, vraiment, il n'y a rien à prendre. Les premiers épisodes, il faut aller, je pense, dans la fin ou dans la deuxième série. Parce qu'en fait, je vous expliquerai comment je regarde les films. Moi, ce n'est pas les films qui m'intéressent, c'est vraiment la connaissance. Donc, je vous expliquerai ça de manière un peu bizarre. Voilà, donc vous pourriez faire des captures d'écran. Hein. Et puis, il y a un film sur Netflix qui est sorti, enfin, pas un film, mais une série. Je crois que c'est une série. C'est sur les criminels virtuels. Donc, ils expérimentent, ils envoient des criminels qui sont dans le couloir de la mort. Ils font des expériences sur leur esprit, ou plutôt sur leur mental, voilà, parce qu'on est composé aussi avec un mental, un esprit et un corps, ou un mental, une âme et un corps. Et donc, ils font des expériences sur ça, ils les envoient sur une île déserte. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Et moi, quand je regarde un film, en tout cas ces catégories de films-là, parce que je ne regarde pas beaucoup de films autrement, avec mon curseur sur l'ordinateur, donc je passe un peu en accéléré les zones où je vois qu'il ne va rien se passer, et je regarde vraiment les moments, les scènes où je vais prendre de l'information. C'est vraiment une habitude ou un ressenti, je ne sais pas comment on dit. Mais après, vous voyez les images et tout, et des fois, vous pouvez vous rappeler aussi des scènes passées. Donc, ça peut être un peu restimulant, mais voilà. Donc, tu pourras regarder aussi. Ouais, je te donnerai la liste. Tu vas me donner la liste. Donc, en tout cas, merci du fond du cœur pour toutes tes connaissances. Merci à toi, merci à toutes et tous pour votre écoute. Et puis, à la prochaine. Alors, on va parler du champ de conscience. Et vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Oui, alors il y a David aussi qui dit il y a Matrix. Matrix, c'est un peu mélangé parce qu'ils font croire qu'il n'y a qu'un élu, alors que c'est pas vrai, il n'y a pas une personne qui va nous sauver. Ça force les gens à croire qu'il faut qu'ils attendent une personne qui va les sauver. Mais c'est faux, c'est nous tous qui nous sauvons. Il n'y a que nous qui pouvons nous sauver. Donc juste Matrix, c'est génial. C'est une belle image sur le fait qu'on nous ment sur notre identité. Voilà, et sauf qu'il ne faut pas croire qu'il y a un élu qui va sauver les planètes, enfin la galaxie, quoi. C'est nous qui faisons le job. C'est-à-dire nous sommes sur un chemin d'évolution et nous ne sommes pas dispensés d'évoluer. Voilà. Et évoluer, ça veut dire retrouver sa véritable identité. Et donc non pas comprendre seulement que nous sommes une conscience, mais expérimenter la conscience que nous sommes. Et c'est ce que je propose notamment dans les formations que je donne, puisque les gens vont se servir de l'intention et voir l'impact de l'intention sur le corps humain qui est extraordinaire. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est tous vous remercier pour vos commentaires et d'enrichir, parce que vous voyez, tous ensemble, on crée. Et donc, c'est vraiment sympa de se retrouver tous les soirs comme ça. La prochaine conférence, c'est avec Catherine Leu, c'est dis-moi ce que je... 3 trucs à dire aussi. Oui, c'est ce que je termine et puis je te donne le mot de la fin. Et donc, voilà, le 30,
le 30 septembre avec Catherine Le. C'est dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, ou l'inverse, je ne sais plus, il faut regarder sur mon site internet. Voilà, donc écoute, je te donne le mot de la fin. Tu peux faire défiler là bien sûr. Et puis je vais te demander aussi ton actualité. Alors oui, mon actualité, donc je viens d'emménager au Sable d'Olonne et je donnerai des consultations donc toute l'année au Sable d'Olonne. Je donne des consultations à distance. Je donne des consultations à Paris et notamment la semaine prochaine. Et je donne des consultations en Suisse. Alors, le programme, c'est tout à fait la dernière. Donc, eh bien, à partir de demain, je serai au Salon Zen. Je donne une conférence tous les jours. Donc, je donnerai aussi un atelier dans lequel, justement, j'aide les gens à tester le pouvoir de leur verbe créateur sur le corps. Donc, c'est une expérience que je leur fais vivre. Je leur fais dire des formules magiques ou des prières. Et donc, ils voient l'impact que ça a sur le corps. C'est spectaculaire. Et donc, ça aide à prendre conscience de notre véritable identité. Et donc, puisque je serai à Paris, du 1er au 5 octobre, je donnerai des consultations. Donc, il reste encore quelques places si vous êtes intéressés. Il suffit d'aller sur mon site, donc www.chamodo.org. Vous cliquez sur rendez-vous. C'est pas .fr ? C'est aussi, c'est les deux. Ah, c'est les deux. Okay. C'est les deux. Vous cliquez sur le petit bouton vert rendez-vous à gauche et vous pouvez prendre votre rendez-vous directement. Et puis, du 11 au 13 octobre, je serai donc au salon Zen et Bio de Nantes. Le 16 octobre, je vais donner une conférence sur Internet. Le 18 octobre, eh bien, je retrouve Gwénoline pour la prochaine conférence. Et puis, sachez que le 3 novembre, je serai au salon Marjolaine à Paris pour donner une conférence et que je vais donner des stages aussi du 8 au 13 novembre à Saint-Sauvent dans le 86. Voilà pour mes actualités. Ouais, merci beaucoup parce que c'est hyper important. Alors, j'ai coupé le. Et voilà. C'est vraiment intéressant de voir Jean-Pierre. Et je ne sais pas si sur le stand, sur le salon, tu donnes toujours des petites consultations de 10 minutes. Oui, tout à fait. Ça, c'est hyper intéressant. En 10 minutes, vous pouvez vivre une expérience assez spectaculaire. Ouais. Donc voilà, je voulais juste partager ça. Et puis, bien sûr, pour les films qui disent Nos Solars, c'est génial. C'est un film qui est sorti au Brésil, qui a été traduit en France, qui était très attendu. Donc, il y en a qui mettent plein d'idées de films. N'hésitez pas même en ajouter après la conférence, ceux qui revoient en diffusion, pour que tous, on s'enrichisse en fait. On crée tous ensemble. Et puis, je voulais dire autre chose, mais je ne me souviens plus. Ah oui, si vous aimez le contenu, vous pouvez le partager. Et puis, vous pouvez vous abonner, mettre des petits pouces. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc, on vous embrasse fort. Et merci. On vous souhaite une belle soirée. Bonne soirée. À bientôt.